Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes. Alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation. Sans plus attendre, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Aujourd'hui, notre invité va nous faire un peu voyager sur une île paradisiaque. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous servir un petit cocktail, car je pense qu'il va être très approprié, ou un chocolat chaud, comme vous voulez. Mais en tout cas, je ne vais pas parler plus et je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'ai 33 ans, je suis originaire de Haute-Savoie, de la petite ville d'Annecy. Actuellement, et à l'heure où je vous parle, je me trouve à Québec City et je vais vous parler de mon expatriation aux Antilles, sur l'île de Saint-Barthélemy, qui se trouve à 45 minutes de l'île de Saint-Martin. Une île qui va nous faire tous rêver, j'en suis sûre. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelle année tu es partie sur cette île paradisiaque? Je suis partie en septembre 2015. D'accord. En septembre 2015, je suis partie, voilà, j'avais trouvé un emploi sur l'île de Saint-Barthélemy. Et donc, me voilà arrivée septembre-octobre, on va dire, octobre 2015, pardon, sur Saint-Barth. Je n'avais jamais mis les pieds aux Antilles, j'avais jamais mis les pieds dans les Caraïbes, donc grosse découverte pour moi quand je suis arrivée. Et avant d'y arriver, est-ce que tu étais en France au moment où tu as trouvé ce travail? Oui, j'avais fait une saison d'été dans une résidence hôtelière parce qu'à l'époque, je travaillais dans les spas. J'étais spa manager et du coup, je me suis dit, la saison se termine. Je n'avais pas forcément envie de faire une saison d'hiver euh, en station. Je me suis dit, pourquoi pas partir tenter l'aventure au soleil. Donc, j'avais postulé à plusieurs endroits et c'est Saint-Barthélemy finalement qui m'a répondu en fait. Donc ça s'est fait assez rapidement parce que je finissais mon contrat en août 2015 et je suis partie tout de suite après sur l'île quoi. D'accord. Et donc, au moment où tu te trouvais en France, tu vivais seule, tu étais en couple ou comment était ta situation Euh, avant le départ? j'étais toute seule. J'étais toute seule. Donc là, les saisons en station, c'est plus des CDD qu'autre chose. Donc c'est sûr qu'à chaque fois, on a la saison qui commence de novembre à avril. On a un petit comment dire, laps de temps entre la préparation de la fin de la saison d'hiver et le début de la saison d'été. Et généralement, après, en saison d'été, qui est assez courte, on travaille de juin à août. Et après, pareil, on recommence. Donc j'avais pas forcément envie d'être trop dans l'attente, de refaire vraiment les mêmes choses. Je me suis dit au moins la saison à Saint-Barth va commencer pareil au mois de novembre. Et puis après, il y a la possibilité de rester sur place plus longtemps. Je le ferai, quoi. D'accord. Donc, est-ce que tu avais un appartement ou tu vivais dans la station où tu avais déjà quelque chose de meublé? Quand j'étais en France, Oui. oui, j'étais en résidence. Et donc, du coup, comme tout saisonnier, on est logé sur le lieu de notre travail. Donc parfois seule, parfois à plusieurs. Et donc j'avais rien à moi, quoi. Surtout pour 3 mois, j'allais pas prendre un appartement, surtout en station. Donc c'était vraiment le bon plan de partir sans rien Mhm. avoir à donner en préavis et tout ça, quoi. Ouais, voilà. Donc, pour toi, enfin, la préparation au départ était pas très compliquée. Du coup, c'était juste parce que tu n'avais même pas de visa, du coup, à faire. Non, j'avais pas de visa parce que c'est une île française. J'ai juste refait mon passeport, j'arrivais à expiration et puis me voilà repartie oui, dans les Caraïbes. Donc oui, vu que c'est français, on n'a pas de grosses démarches à faire là-bas. D'accord. Au niveau de ton entourage, comment ils ont vécu l'annonce de ce départ? Je pense qu'ils devaient être, comment dire, au courant. Moi, c'est sûr qu'à chaque fois que je pars, j'ai toujours dit quand tout était fait. Comme ça, je me suis dit au moins, il n'y a pas de possibilité de machine arrière ou de oh là là, tu repars et tout. Mais j'ai toujours voyagé en fait à droite, à gauche, enfin
de nombreuses années, donc je pense que c'était pas forcément une surprise. Mais je laisse rarement le choix à ma famille. Vraiment, quand je pars, c'est que mes billets sont prêts, mon visa est fait et que je pars dans même pas 3 semaines ou un mois. Comme ça, je me dis, j'évite tous ces petits problèmes liés au départ et tout ça, quoi. Oui, comme ça, il n'y a pas de risque à ce qu'on essaye de te décourager C'est ça. ou qu'on te transmet des peurs. Oui, parce que du coup, moi, je suis au courant, mais est-ce qu'on peut peut-être le rappeler à nos auditeurs et auditrices que toi, en fait, tu avais déjà vécu plusieurs voyages en Australie, en Suède? Oui, bah, je voyage depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été attirée par les pays du monde, on va dire. Je suis partie en Australie, donc là j'avais fait un PVT. J'avais profité pour visiter la Nouvelle-Zélande. Ensuite, je suis partie en Polynésie à Bora Bora pour faire mon stage de fin d'études de master. Je suis partie en Erasmus en Suède. Et puis j'ai fait d'autres voyages à droite, à gauche pour visiter. Donc je suis toujours vraiment, une vraie globe-trotteuse, on va dire. Ça a toujours été une motivation de travailler ou faire mes études et pouvoir voyager par la suite. Même si c'est sur une courte période ou pas. Mais là, c'était différent. J'avais vraiment l'envie de partir dans un cadre différent, c'est-à-dire autre que les études, travailler, voir comment est la vie là-bas, voir comment je pourrais être capable de me débrouiller toute seule. Et puis surtout aussi acquérir une expérience professionnelle à l'international quand même. Donc surtout Saint-Barth, qui est quand même une île réputée pour ses milliardaires et puis sa qualité de vie. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un peu l'élite du travail. Donc c'est super gratifiant de se dire qu'on a pu partir sur une île aussi réputée que celle de Saint-Barthélemy. Et du coup, pour trouver cet emploi, est-ce que tu avais trouvé quelque chose tout simplement en regardant des annonces sur Internet? Je sais pas, Pôle emploi, comment ça se passe exactement? Je crois que j'avais contacté directement les entreprises. Où j'avais dû regarder sur des sites dédiés à tout ce qui était hôtellerie, tout ça. Mais après, ouais, j'avais envoyé mes CV à l'entreprise concernée directement, donc où j'avais dû appeler. En tout cas, j'étais déterminée. C'est sûr que c'était ça. Donc, je me suis vraiment débrouillée pour décrocher un emploi. Et quand j'ai eu cette personne qui m'a répondu, vraiment, je n'en revenais pas parce que j'ai mis un mois à chercher et j'ai eu la réponse assez rapidement. Voilà. Mais ouais, j'ai fait les sites concernés et puis j'ai envoyé directement aux entreprises. D'accord. Donc la détermination, ça va être le mot pour trouver une place sur les îles paradisiaques. C'est ça. C'est ça. Faut avoir un seul objectif. Moi, c'était les Caraïbes. J'avais aussi postulé pour tout ce qui était Martinique, Guadeloupe, mais il y a beaucoup plus de demandes. Mais c'était vraiment dans cette zone géographique que je voulais partir, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que avec cette proposition d'emploi, est-ce que c'était prévu également qu'ils te logent ou est-ce que tu devais faire des recherches toi-même? Non, c'était logé. Pareil, on est tous logés quand on part en saison, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est sûr qu'il faut compter le coût de la vie sur les îles, qui est 20% plus cher que la France. En Guadeloupe ou Martinique, j'aurais peut-être pu me trouver un logement par moi-même par la suite. Saint-Barth, c'est une île qui est très petite, ça fait 20 km². Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Les loyers sont extrêmement chers. Donc c'est généralement les hôtels ou les entreprises qui nous logent sur place parce qu'il y a une grosse crise du logement en fait. Donc on peut pas se permettre d'arriver comme ça et de se dire on va trouver un appart. C'est juste pas possible. Enfin un appart, une chambre plutôt. Mais non, c'est juste pas possible. Donc là c'était vraiment la condition, on va dire sine qua non pour partir, quoi. D'accord. Et toi, là, du coup, tu partais donc pour un CDD d'une saison, c'est ça? À la base, c'était un CDD en vue d'un CDI. Tout dépend, en fait, comment l'activité allait se dérouler. Après, voilà, c'est à double tranchant parce que si on arrive là-bas et que le travail ne se fait pas, on n'a plus de logement. Donc, il faut savoir quand même rebondir, ce qui était mon cas. Et ensuite, voir, pareil, ouais, si ça nous plaît et tout. Et puis aussi se dire qu'il y a quand même une grosse crise du logement. Donc, c'est vraiment ça
le frein principal à aller sur cette île là-bas, quoi. C'est vraiment le gros problème majeur, c'est le logement, quoi. D'accord. Et donc, toi, là, au moment où tu partais, j'imagine que tu devais quand même être... Enfin, en plus, tu partais au moment où l'hiver allait commencer en France, s'il Mm. n'avait pas déjà commencé. Donc là, tu fais une valise en prenant que des affaires d'été. Oui, j'avais mis, je crois que j'avais été à Decathlon, j'avais acheté mes palmes et puis un tuba pour me dire et tout. Mais non, bah, c'est sûr que j'avais jamais mis les pieds, j'avais jamais mis les pieds là-bas, donc je savais pas trop comment était la saison. Surtout qu'il y a une saison sèche, une saison des ouragans aussi. Donc il y a plein de choses. Mais non, c'était vraiment l'excitation parce que c'était nouveau. Bah, bien que j'avais déjà vécu en Polynésie, je savais à peu près comment quoi m'attendre, mais c'est sûr que ouais, à chaque fois c'est toujours une grosse remise en question sur quoi mettre. On part toujours avec une valise de 23 kilos et puis, et puis on achètera sur place. Je me suis dit, allez, c'est sûr que les affaires d'hiver, j'en aurais pas besoin, donc la valise était plus légère. Mais, euh, mais ouais, je me suis dit, allez, on va mettre tout ce qu'on a, puis on verra, j'achèterai sur place par la suite. Moi, je suis un peu du genre comme ça, je me dis au pire, de toute façon, c'est civilisé, j'achèterai sur place là-bas. Mhm. Je m'encombre jamais de trop d'affaires parce qu'il y a la moitié qu'on met pas et puis après, il y a la moitié qu'on rachète. C'est ça. Donc voilà. Le temps qu'on a une carte bancaire, on est bon. C'est ça. C'est ça. Et puis, oui, non, mais de toute manière, je partais pas non plus dans un endroit complètement isolé. Donc, si je manquais de quelque chose, je savais que je pouvais m'en racheter sur place, quoi. Pour partir d'esprit léger, quoi. C'est ça. Ouais, parce que Euh, toi, en plus, du coup, t'avais même pas besoin de changer de banque ou de changer de téléphone portable et tout ça. Tout restait un peu pareil ou pas? Ouais, je j'ai pas changé de banque. Je crois que j'ai ouvert un compte après là-bas parce que c'était beaucoup plus simple. Parce que je crois qu'il y avait des frais au bout d'un moment, mais le téléphone passait parce que c'était relié justement à la France. Donc non, il n'y avait pas eu trop de gros changements. Mais c'est plus, ouais, j'avais envie de partir de l'esprit léger parce qu'on a tellement de questions au moment du départ que ouais, se prendre la tête pour des valises ou des trucs comme ça, j'avais pas forcément envie. Je me suis dit, on verra sur place. De toute manière, c'est français, donc il n'y a pas de problème dans tous les cas, quoi. Mhm. Je partais vraiment, je restais dans mon pays entre guillemets, donc ça me faisait pas trop peur vraiment, quoi. Super. Et du coup, une fois que t'es arrivé sur place, comment ça s'est passé? Bah là, déjà, pour partir à Saint-Barth, c'est quand même assez un périple parce qu'il n'y a pas de vol trop direct. La plupart du temps, on est quand même obligé, ou alors ils sont chers, mais on est obligé de passer par l'île de Saint-Martin, qui est une île moitié hollandaise, moitié française. Mhm. Et puis ensuite de ça, quand on arrive à Saint-Martin, on prend un bateau ou un avion pour aller à Saint-Barth. Donc là, on met à peu près 45 minutes en bateau. Donc j'avais prévenu mon heure d'arrivée à ma boss qui allait me récupérer sur place là-bas. Je crois que je suis arrivée de nuit ou le soir vers 18h, parce qu'il faut savoir que sur les îles, le soleil se lève à 5h et à 18h, il fait nuit tout au long de l'année. Donc voilà, donc ma première impression, j'étais vraiment fatiguée, parce que bon, c'est 8 heures de vol, il y a l'excitation, il y a le décalage horaire avec la France, et puis la chaleur aussi, qui est écrasante, donc ça fatigue. Donc ouais, je suis arrivée, on m'a montré ma chambre et puis j'ai passé une bonne nuit de sommeil et puis je suis arrivée je crois un vendredi et j'attaquais le travail le lundi. Donc ça me Ok. laissait 2-3 jours pour me reposer, pour voir un peu comment c'était et puis attaquer le travail correctement par la suite. Ouais, et puis c'est sympa qu'il y ait quelqu'un qui est venu te récupérer. Du coup, ça fait toujours plaisir quand il y a quelqu'un qui nous récupère à l'aéroport et qui nous emmène sur notre lieu, en fait. C'est ça, c'est ça. Bah, moi, elle m'a récupérée oui, au port à Saint-Barth, Oui, à au port, du coup. Gustavia. Et puis, voilà. Et il y a un petit aéroport aussi, mais vraiment, enfin, c'était trop cher au niveau des billets. Donc, c'était mieux de prendre le bateau. Parce que les avions étaient encore plus petits, donc ma valise, j'aurais dû payer un supplément. Et puis, ouais, donc c'est ma patronne de l'époque qui m'avait récupérée pour me montrer où j'habitais, quoi. Donc voilà, c'était à 2 pas du travail, c'était parfait. Et donc, une fois que tu as commencé à travailler, est-ce que tu as tout de suite remarqué qu'il y avait une différence ou plutôt des similarités avec ton expérience à Bora Bora? Je dirais qu'il y a quand même une différence, dans le sens où Saint-Barth, c'est une des seules îles blanches des Caraïbes. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément
de Français qui vont sur Saint-Barth. Donc on se retrouve quand même avec notre culture, finalement, avec des Français. Bora Bora, ben, forcément, il y a les locaux, les Polynésiens, qui, eux, ont leur propre culture. Après, ça reste quand même des gens qui sont créoles, d'autres qui sont vraiment nés là-bas, des insulaires. Donc il y a quand même cette culture propre aux îles, mais j'ai pas eu un choc culturel comme j'ai pu l'avoir en Polynésie, quoi. Vraiment pas. Ça a été plus simple. Enfin, je dis pas que la Polynésie c'était dur de s'adapter parce que les gens sont tellement gentils que l'adaptation s'est faite rapidement, mais c'était un peu plus comme une extension de la France qu'autre chose en fait sur Saint-Barth, donc il n'y a pas eu trop de changements. Non. Non, juste beaucoup plus de palmiers. Voilà, beaucoup plus de palmiers. Il y a beaucoup de plages à Saint-Barth, différentes plages, donc ça c'est cool parce que on peut aller à différents endroits. Même si l'île est petite, il y a quand même des plages assez nombreuses sur l'île, donc ça c'est cool. Mais sinon, la mentalité reste la même. La mentalité reste grosso modo la même. Il n'y a pas trop de changements là-dessus, quoi. D'accord. Et toi, du coup, ça t'a quand même suffisamment plu, malgré que ce soit quand même petit, j'imagine qu'il ne devait pas y avoir grand-chose à faire. Oui, bah, ça m'a plu parce que c'est l'ambiance. C'est sûr que vivre au soleil toute l'année, c'est super. Je veux dire, on se lève le matin, on va pas se soucier qu'on soit en janvier, décembre et tout, on va pas se soucier comment s'habiller, bien que le mois de décembre la période entre décembre et février est un peu la plus fraîche entre guillemets. Je veux dire, on va porter un petit gilet, mais c'est supportable. Non, c'était relativement facile de m'adapter, quoi. D'accord. Et donc, du coup, t'es restée combien de temps en tout? 2 ans, c'est ça? Je suis restée 2 ans, ouais. Je suis revenue entre-temps en 2016, rapidement, et je suis repartie et je suis revenue en mai 2017, 3 mois avant l'ouragan Irma, qui a touché Saint-Barth en Ouais. septembre 2017. Parce que toi, du coup, t'avais quand même vécu un peu cette période, la saison des pluies. Enfin, ouais, la saison des ouragans, Ouais. on en avait eu en 2016, mais il avait touché plus la Guadeloupe, Martinique. Si je me souviens bien, je crois que c'était en Andrew, l'ouragan Andrew, je me rappelle plus, mais il était au large des côtes de Saint-Barth. Donc oui, on a eu des vents, des retombées, mais c'était vraiment rien. Et puis l'année d'après, il y a eu Irma, mais moi je l'ai pas vécu parce que j'étais revenue 3 mois avant. Ouais, c'est un peu le problème de vivre dans les Caraïbes entre mai et octobre. On a toujours cette crainte d'avoir un ouragan. Et puis en plus, la température il fait très très humide, donc c'est beaucoup plus suffocant. Après, c'est pas insurmontable, mais c'est complètement différent. Et puis comme tu dis, oui, on fait vite le tour d'une île parce qu'au niveau culturel, au niveau divertissement, tout ça, il n'y a pas grand-chose. Ça reste cher. C'est sûr que Saint-Martin, on peut y aller parce que c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus beaucoup plus. C'est différent, il y a plus d'activités, tout ça, mais ça fait du bien des fois de se dire, allez, je vais faire un week-end à Saint-Martin pour changer, pour sortir un peu. Et puis après, le désavantage de vivre désavantage entre guillemets de vivre à Saint-Barth, c'est que dans tous les cas, on peut pas prendre un avion pour partir ailleurs, ou alors c'est très très cher. Alors qu'en vivant sur Saint-Martin, étant donné que l'aéroport est un aéroport international, on a plus la possibilité de s'échapper ou de prendre un avion ou partir un peu plus des États-Unis, Canada, tout ça, ou de faire des petits week-ends dans des îles juste à côté. Là, c'est sûr que Saint-Barth, c'est un peu plus enfermé, entre guillemets. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on fait vite le tour, quoi. Moi, au bout de 2 ans, j'avais vraiment fait le tour de l'île, même si ça reste très agréable de vivre là-bas. On a besoin de voir autre chose, quoi. Oui, parce que moi j'allais dire, tu peux faire ah bah tiens, je vais fêter Noël à Cuba et puis Nouvel An, je vais aller le fêter en Jamaïque parce que tout est du coup quand même assez On proche. est proche, mais on est loin quand même parce qu'il Ouais. faut prévoir que pour se rendre, je sais pas, à tel endroit, va peut-être falloir prendre un avion qui va déjà s'arrêter à Saint-Martin, reprendre un autre avion, ou alors on peut prendre le bateau, mais c'est moins accessible entre guillemets que en étant à Saint-Martin. Et là, on peut prendre un avion direct pour partir dans une autre destination. Donc encore une fois, c'est vraiment le bout du monde, quoi. Donc du coup, Saint-Martin, c'est the place to be.
Oui, alors bon, c'est encore différent Saint-Martin parce que donc c'est une île qui est comment dire divisée entre, enfin qui appartient à la Hollande, enfin aux Pays-Bas pardon, et une partie qui appartient à la France. Mais Saint-Martin, il y a beaucoup plus d'insécurité que Saint-Barth. Généralement, la plupart des maisons sont entourées de comment dire pas de grillage, mais tu sais, Ouais, comme ça. sont sous surveillance en fait à Saint-Martin. Il y a beaucoup plus de vols, il y a beaucoup plus pas de meurtres entre guillemets, mais il y a beaucoup plus de scandales à Saint-Martin qu'à Saint-Barth. Donc niveau sécuritaire, c'est sûr que Saint-Barth a ces avantages-là où on a moins d'insécurité, quoi. Saint-Martin, c'est beaucoup plus dangereux en fait. Mais encore une fois, moi je me suis jamais faite embêter, j'ai jamais eu de problème, mais je connais beaucoup de gens qui ont dû faire leurs études là-bas à Saint-Martin et c'était vraiment l'angoisse totale. Ah bon? Donc voilà, c'est différent en fait. Je peux pas parler là-dessus parce que j'ai pas vécu suffisamment là-bas pour en témoigner, mais c'est sûr que quand on voit les infos, les informations dans le journal, on voit que, je sais pas, quelqu'un s'est fait tirer dessus ou autre. Donc, il y a beaucoup plus de meurtres et tout ça, de gros trafic de drogue également. Donc, ça va avec tous les problèmes à côté, quoi. D'accord. Mais ça reste une île magnifique. Oui, bah, là, moi, j'en entends surtout parler des Canadiens. Apparemment, ils partent souvent en vacances là-haut dans les all-inclusifs. Mais j'ai Ouais. pas encore eu la chance de pouvoir aller voir ça. Peut-être que le côté hollandais est plus calme, mais le côté français, enfin, c'est une île qui est magnifique, Saint-Martin, qui est beaucoup plus grande. On peut acheter, on peut avoir accès à la propriété plus facilement qu'à Saint-Barth. Saint-Barth, non, c'est juste pas possible. Après, voilà, c'est gros plaque tournante du trafic, de drogue. Donc je laisse imaginer les problèmes qui peuvent y avoir par la suite, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, toi, au bout d'un moment, t'avais un peu fait le tour. Donc, du coup, qu'est-ce que tu comptais faire? Tu comptais rentrer en France? Bah, moi, j'avais fait le tour, ouais. En 2017, là, je commençais vraiment à me dire, bon, j'ai vécu des super expériences dans mon boulot, j'ai vu énormément de choses, j'ai rencontré des gens super, enfin, même des amis que j'ai encore aujourd'hui. Mais de toute manière, la crise du logement faisait que j'avais pas forcément envie de rester ou de dépenser un loyer. Parce que moi, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé d'emploi, mais j'ai gardé l'appartement que j'avais. Mais je payais vraiment super cher mon appartement. On va dire, c'est même pas un appartement, c'était une chambre, quoi, pour ce que je gagnais. Enfin, le ratio était pas assez important pour moi. Donc, je me suis dit, j'ai pas forcément envie de dépenser tout mon salaire dans un logement, même si, oui, on est au paradis, oui, on est dans un endroit magnifique. Le manque de culture, de divertissement, là, se faisait vraiment sentir. Donc je me suis dit, je vais rentrer en France. De toute manière, je suis allée au bout de mon idée. Je voulais aller à Saint-Barth, j'y suis allée. Je me dis, je rentre en France, on verra en fait ce qui se passe. Et puis, l'idée du Canada se profilait vraiment dans ma tête, comme quoi. Finalement, je partais du chaud pour aller au froid, finalement. Donc ça se profilait. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas me renseigner sur les possibilités de partir au Canada. Et puis, on verra par la suite, quoi. Oui, parce que du coup, Donc, en 2017, je crois que le Canada, c'était déjà une destination qui commençait à devenir assez prisée des ouais, Français. c'est ça. Ça, ça a toujours été, enfin, ça a toujours été, je pense, mais là, de plus en plus. Donc, c'est sûr qu'il y avait l'étape du PVT pour le Canada, où c'est un bassin de sélection. Donc, c'est sûr que, bon, je me suis dit, pourquoi pas, à réfléchir, quoi. Et donc, toi, du coup, t'as fait quand même une demande de PVT? Oui, donc moi, je suis rentrée en 2017. J'ai pas fait ma demande de PVT tout de suite. J'ai rencontré mon copain par la suite, où là, je lui ai dit que j'avais l'intention quand même de partir au Canada. Lui, pourquoi pas, ça lui déplaisait pas. Et on a fait une demande de PVT en 2018. On n'a pas été tiré au sort. Et on a refait encore une demande et on a été tiré au sort. Enfin, moi, j'ai été tirée au sort en 2019. Donc, j'ai eu quand même de la chance. J'ai pas trop attendu, parce qu'il y en a qui attendent des années avant d'être tiré au sort. Mais moi, j'ai été relativement chanceuse là-dessus. Donc ouais, j'ai eu mon tirage au sort en janvier 2019 et on est parti en mai 2019 pour Québec.
Parce que du coup, moi, je ne connais pas du tout en PVT canadien, parce que moi, j'ai été directement avec un visa de travail. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez faire la demande ensemble ou vous faites la demande séparément? La demande se fait séparément parce que voilà, c'est vraiment nominatif. Tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. Moi, par exemple, mon conjoint a fait sa demande de PVT, mais on s'est rendu compte qu'avec la formation qu'il a fait par la suite, il n'avait pas forcément besoin d'un PVT, mais d'un autre visa, parce qu'il n'y a pas que le PVT, il y a d'autres visas. Mhm. Mais ça, c'est pareil, il faut se renseigner vraiment sur les sites. Moi, le PVT, en fait, ce qui était bien, c'est que je pouvais bouger partout en fait dans le Canada, vu que c'est un visa qui est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut changer d'employeur comme on veut. Il y a des visas qui sont fermés où c'est plus restreint, il faut trouver un employeur, on ne peut pas partir comme on veut. Mhm. Donc, mais c'est sûr que le PVT est très demandé. C'est pour ça qu'il y a énormément de demandes et on n'est jamais sûr d'être tiré au sort, quoi. D'accord. Et toi, du Donc, coup, tu as choisi Québec City. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu as choisi cette destination? moi, à la base, je ne voulais pas forcément aller dans un endroit francophone. J'avais plus l'idée d'aller du côté de Vancouver ou vraiment ben, côté canadien ou même Montréal. Je me disais, bon, Montréal, pourquoi pas, mais c'est sûr que tout le monde va à Montréal. Et en fait, Québec, c'est parce que ça a été plus du côté de mon conjoint qui avait trouvé un employeur là-bas. Il avait été en vacances, il avait bien aimé. Et puis, du coup, on a atterri là-bas à Québec. Mais moi, c'était pas du tout la ville de départ, la ville que j'avais choisie. Donc, ça a été un peu, comment dire, pas la déception au début, mais ça a été un peu Enfin, c'est pas une ville où j'aurais été au tout début. Mais au final, ça fait 1 an qu'on y est et puis ça va bien, quoi. T'as quand même pu aller voir visiter Vancouver ou pas encore? Pas encore, Non. pas encore. On est vraiment, enfin moi j'ai visité vraiment, j'ai visité Montréal forcément parce que moi c'était mon endroit qui me plaisait plus. Et puis on est parti quand même en Gaspésie, dans le nord du Québec. Mais après on a eu le confinement, donc c'est sûr que ça a limité les déplacements. Mais c'est sûr que l'Ouest canadien, on envisage de le faire par la suite. Déjà, ça ressemble à notre région. On vient enfin, des Alpes, donc je pense que ça peut nous plaire. Et puis, on a envie quand même de voir ce qui se passe en dehors du Québec pour visiter, quoi. Ouais, surtout que là, en période pandémie, tu dois C'est avoir un ça. peu le sentiment de perdre un peu ton temps et de pas pouvoir voyager autant qu'on a envie de voyager. Surtout toi, si tu as cette envie constante de C'est culture et ça. de visite. C'est ça, c'est surtout que avant la pandémie, on pouvait quand même se faire des petits week-ends. On a été voir les baleines à Tadoussac, on a été vers Mont-Tremblant. Bon, c'est sûr qu'on a fait des choses assez, enfin que les touristes la plupart du temps font. Mais par exemple, j'ai pas eu le temps d'aller voir Toronto, j'ai pas encore été à Ottawa, donc c'est un peu sur ma bucket list par la suite. C'est sûr que Montréal, on n'a même pas 2 heures et demie, donc c'est beaucoup plus simple de se faire un petit week-end là-bas à Montréal et même Tadoussac, le Saguenay, on est même pas à 3 heures, donc ça Mhm. c'est vraiment cool. On est quand même géographiquement bien placé. C'est sûr que le Covid, on aurait pu voyager cet été parce que durant l'été, il y a beaucoup de Québécois et de Canadiens qui ont voyagé dans le pays. Le Canada est quand même assez grand, donc ça va. Mais bon, on essaye quand même, on évite quand même là en ce moment de tenter le diable et de voyager quand on sait qu'on pourra le faire par la suite. Donc voilà. Et toi, une fois arrivé sur Québec, ça a été facile de trouver un poste du coup? Ouais, ça a été beaucoup plus facile que ce que je l'imaginais. Je suis arrivée au mois de mai, j'ai commencé à postuler, enfin je suis arrivée fin mai, j'avais commencé à postuler en juin et j'avais déjà un boulot qui m'attendait au mois de juillet. Donc ça a été rapide. Waouh. Ça a été vraiment rapide, quoi. J'ai pas eu de problème pour trouver un emploi. Non, ça c'est top. Ça c'est aussi, Ouais, c'est bon. Tu me diras, c'est tu la avais vie. quand même déjà. Je pense que ton CV était déjà quand même pas mal bien garni. Oui, mais quand on s'expatrie, on repart de zéro. Les gens Ouais. ne nous attendent pas. Donc, il faut accepter de recommencer en bas de l'échelle et quitte à regravir les échelons par la suite, quoi. Surtout que moi j'étais en été, donc enfin, au mois de juillet, il y avait quand même pas mal de gens qui partent en vacances, des entreprises qui étaient fermées. Donc c'est sûr que ça a été quand même assez, comment dire, assez rapide. Enfin, ça a été rapide pour moi, mais j'aurais pu trouver un boulot au mois de septembre, quoi. Mais là, ça s'est fait, donc j'ai vraiment enchaîné rapidement, donc c'était super, quoi.
Et toi, avant que l'hiver arrive, du coup, tu arrives en été, donc ça va. Ouais. L'été est quand même assez agréable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu choqué dans la culture les premiers jours ou les premières semaines? Pas tout de suite, je pense pas. C'est sûr que la nourriture, oui, la nourriture nous a beaucoup choqués. Ben, nous, on est vraiment, ouais, quand on vient de France, c'est sûr qu'on fait un peu un deuil sur la culture québécoise, quoi. Mais non, mais après, ce qui m'a choqué, enfin, entre dans le bon sens, c'est que Québec, c'est quand même une grande ville, mais les gens ne sont pas stressés comparé à Montréal au niveau de la conduite, parce que bah, nous, on a acheté tout de suite une voiture. D'ailleurs, c'est ce que je conseille aux gens qui arrivent de Québec, sur Québec d'acheter une voiture, parce que le transport et les réseaux, on n'a pas de métro, on n'a pas de bus, enfin, on a des bus, mais ça met vraiment du temps et tout est vraiment espacé. Donc avoir une voiture, c'est quand même vraiment la liberté de pouvoir se déplacer, plutôt que de se retrouver dans le centre-ville et de ne pas profiter des alentours, quoi, parce qu'à à même pas 20 minutes, on a des parcs nationaux, on a la nature, on a plein de choses à découvrir, et sans voiture, c'est contraignant, quoi. Donc déjà la conduite, oui, ça m'a paru beaucoup plus fluide. Les routes sont plus grandes, les gens sont beaucoup plus tranquilles au volant. J'ai moins de stress en conduisant ici qu'en France, bizarrement. Et puis j'ai trouvé des fois tout est plus simple au niveau administratif. Par exemple, pour avoir un appartement, on n'a pas besoin de donner une caution, on n'a pas d'état des lieux. Bon, après, il faut une enquête de crédit. Quand on a une carte de crédit, enfin, il y a carte crédit et débit, mais bon, ça c'est un autre sujet. Faut se créer un historique et tout, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé des choses beaucoup plus simples qui sont compliquées en France, et à l'inverse, des choses plus compliquées ici qui ne sont pas en France, mais ça va. Franchement, c'est correct. C'est intéressant parce que moi, je me souviens qu'au Canada, j'avais dû donner une caution et j'avais fait un état des lieux. Bah, Ah quand je ouais, suis arrivée et quand je suis partie, en fait. d'accord, parce que nous, non, là c'est notre deuxième appartement. Le premier appartement, on l'a loué au mois de septembre, parce qu'avant on était hébergé chez quelqu'un. Et donc, à part notre enquête de crédit, parce que ça marche avec les cartes de crédit et les cartes de débit, mais ça, c'est encore compliqué à expliquer. J'ai pas envie de perdre les auditeurs. Donc, du coup, voilà, faut être sur place pour le comprendre, hein. Je comprends maintenant pourquoi on peut avoir 15 cartes de crédit. Mais non, on n'a pas fait d'état des lieux, et puis on n'a pas fait d'état des lieux entrant et sortant. Et même là, ici, notre appartement, ça a été fait rapide, quoi. Donc, Ouais. et on n'aura pas d'état des lieux de sortie à faire si on devait déménager, quoi. Et ce qui nous a fait rire, c'est que on a changé d'appartement, donc au mois de juin, là, cette année, parce que généralement, le 1er juillet est un jour férié au Québec, et c'est ce jour-là que la plupart des gens déménagent, en fait. Mais si on veut déménager plus tard que le 1er juillet, on peut. Et en fait, quand on a déménagé notre ancien appart, le monsieur qui avait fait visiter nous a dit, bah, dis donc, merci beaucoup, l'appartement, il était propre. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. D'habitude, on n'a pas des appartements qui sont nettoyés. Les gens laissent tout comme ça. Nous, on s'est dit, bah, c'est normal. Je veux dire, on a vécu dans un appartement, c'est un peu normal de faire le ménage avant de partir, quoi. Mhm. Et vu qu'il n'y a pas d'état des lieux de sortie, ben, les gens, des fois, laissent tout, des matelas, laissent tout sale. Et généralement, c'est des entreprises qui nettoient, quoi. Et nous, il était étonné, on devait être les premiers locataires à avoir nettoyé notre appartement en partant. Ben non, mais c'est normal. Je veux dire, même si on n'a pas de caution et tout, je trouve ça normal de laisser un appartement propre quand on repart, quoi. Mhm. Donc c'est ça qui nous a fait un peu rigoler. On s'est dit, bon, finalement, c'est drôle, quoi. Ça nous a fait rire, quoi. C'est clair. Moi, ce que j'avais bien aimé, enfin, ce que j'avais bien apprécié aussi, c'était dans l'Ontario, pour le permis de conduire. Donc, je sais pas si tu pourras me confirmer si c'était pareil pour toi, mais moi, j'ai juste donné ma carte rose, mon permis français, en fait, et ils m'ont donné un permis canadien. J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. J'ai pas eu besoin de faire de test, rien du tout. Ah oui, bah moi c'était ma question principale, parce que quand j'ai acheté une voiture, je crois que je pouvais être assurée que 3 mois avec mon ancien permis, mais après il fallait que je change mon permis québécois. À savoir que ici, pareil, il y a une société pour changer son permis, mais les plaques et le permis est payable tous les ans à la date anniversaire C'est pour le ça. permis.
Et les plaques, donc on paye nos plaques, ça c'est un peu le côté que j'aime moins, parce que la voiture t'appartient, mais tu repayes les plaques d'immatriculation. Et c'est en fonction de ton nom de famille, tu dois payer tes plaques à tel mois, quoi. Moi, c'était à mon anniversaire en fait. Donc moi, je suis du mois de mai. Et donc du coup, je D'accord. devais refaire mes plaques. La date limite, c'était le 14 mai. Donc du coup, oui, quand on rachète les plaques, on nous donne un petit sticker avec enfin, le mois et l'année qui suit. Parce que moi, je payais toujours sur un an. Et on colle ce petit sticker sur la plaque. Et c'est vrai que ça, c'est au départ, moi, je me disais, ah, bah, au moins, le permis de conduire au Canada, il est pas cher comparé à la France. Mais au final, moi, avec mon RAV4, je donnais 150 $ par an pour les Bah, plaques. c'est ça. Donc, au final, quand tu cumules sur les années, bah, tu le Bah, payes vite ton permis finalement. c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je suis du mois de janvier, donc moi, en plus, moi, mes plaques et mon permis, c'est tout au mois de janvier. Donc, au moins, je suis tranquille. Mais c'est sûr qu'au final, je me dis pourquoi payer des plaques alors que le véhicule m'appartient. Mm. Le permis, je dis pas parce que je trouve que c'est un peu comme d'autres pays, je crois en Suisse, ils le font. Au bout d'un certain temps, on doit quand même passer un examen de la vue pour le permis, à partir de 65 ans aussi. Donc c'est assez sécuritaire. Enfin, c'est assez sécuritaire. Je trouve que c'est beaucoup plus encadré parce que dans tous les cas, il y a moins de gens qui roulent sans permis du coup ici. Qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui roulent sans permis et il n'y a pas de contrôle. Alors que là, ici, si on se fait contrôler, on le sait tout de suite quoi, si on a payé ou pas. Donc bon, c'est un coût, mais bon après, on a aussi la société des transports ici au Québec, la SAAQ, qui encadre vraiment tout ça, tout ce qui est accident de la route et tout ça. Donc dans un sens, oui. C'est juste que c'est rageant de sortir de l'argent pour son permis et puis pour ses plaques. Mais après, Mhm. je me dis, bon, c'est pas plus mal, c'est peut-être plus encadré finalement. Parce que Ouais. les gens sont obligés de faire des examens pour être aptes à conduire. Donc au moins, ça permet de limiter comment dire, Mhm. les accidents, même s'il y en a, mais ça permet quand même de limiter tout ça, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Là, moi, j'ai vendu ma voiture le mois dernier. Je l'ai vendue au Québec, du coup. Donc, moi, il fallait que je fasse un changement de plaque entre moi et le nouveau propriétaire. Donc, on passait des plaques Ontario au Québec. Et c'était intéressant parce qu'en fait, on a dû toutes les deux ensemble aller justement à la SAAQ, qui est aussi, je sais Voilà. pas, une genre de sous-préfecture. Mais c'était super bien parce que ben, là, en plus, en temps Covid, on avait un rendez-vous bien précis. On est allées toutes les deux. Et en fait, elle a payé ses plaques là devant moi et on lui a remis des plaques québécoises. Oui, tu gardes tes places, ouais. C'est ça. Et ensuite, on est sorti sur le parking. Moi, avec mon tournevis, j'ai enlevé mes plaques. Donc, en C'est fait, ça. c'était super rapide, c'était super efficace. J'ai vraiment adoré. Mais par contre, ce qui est bien aussi, c'est que l'hiver, si tu n'utilises pas ton permis, tu peux te déplaquer. Donc en fait, en gros, tu déplaques, donc tu payes moins à la SAAQ. Pourquoi je dis SAAQ? Parce qu'il y a la SAAQ, c'est la Société Automobile du Québec. Enfin, et après, il y a la SAQ, mais là, qui est plus liée pour l'alcool. Donc C'est c'est ça. différent. Donc, donc oui, si jamais tu travailles pas ou tu ne te sers pas de ta voiture, tu peux la déplaquer. Et ce qui fait que tu payes moins cher tes plaques à la SAQ, quoi. Donc c'est pour ça, quoi. D'accord. Mais après, mon copain là, a vendu sa voiture, il a gardé ses plaques de son ancienne voiture, il les a pas remis sur sa nouvelle voiture, quoi. Donc D'accord. bon, ça fait des petits souvenirs, C'est ça. mais c'est marrant, quoi. Une chose aussi qui est importante à dire, je crois qu'au Québec, si on achète une voiture, les pneus hiver, ils sont obligatoires. Les pneus d'hiver sont obligatoires à partir du 1er décembre. Ouais. Ici, ouais. On doit les mettre au 1er décembre. Ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que bon, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de quantité de neige qu'autre chose. Et encore, des fois, 1er décembre, ouais, on a déjà de la neige qui arrive déjà au mois de novembre. Mais je trouve quand même que c'est bien de mettre les pneus de neige obligatoires, quoi. Les pneus d'hiver obligatoires, ouais. C'est clair. Et toi, du coup, qui venais de Saint-Barth, qui venait de passer 2 ans au soleil, à juste mettre un petit gilet au mois de décembre, tu l'as vécu comment ton premier hiver au Québec? Bizarrement, bon après moi, il faut savoir quand même que Annecy, c'est dans les Alpes, hein, donc C'est je pas suis quand faux. même aussi habituée à l'hiver. Bizarrement bien, parce qu'on a eu un hiver qui a été super doux. Ici au Québec, c'est un hiver qui est plutôt sec. En France, en Haute-Savoie, c'est un hiver qui est beaucoup plus humide. J'avais tout le temps froid en France, tout le temps. J'avais jamais assez chaud. J'avais l'impression que le froid me transperçait vraiment le corps, vraiment. Alors que ici, la dernière fois, je suis sortie, il faisait -6 degrés. Je me suis étonnée à déneiger ma voiture sans avoir de gants.
et en n'ayant pas froid, quoi. Ma veste ouverte, genre, j'étais pas emmitouflée. Pourtant il faisait moins 6 degrés. Je veux dire, en France, il aurait fait moins 6 degrés, j'aurais eu trop froid, quoi. Donc il est beaucoup, beaucoup plus supportable ici, je trouve. Il n'est pas plus long. Moi, je l'ai pas trouvé plus long parce que en France, on a pareil jusqu'au mois d'avril-mai de la neige dans notre région. Beaucoup plus ensoleillé, donc il faut savoir que quand il fait très soleil, il fait très froid. Et généralement, et des jours où le ciel est tout blanc, il fait grosso modo -1, 0, quoi. Donc oui, c'est sûr, mais bon, j'étais rentrée en 2017, donc j'avais déjà eu le temps de m'acclimater à un premier hiver français. Et puis quand on est arrivé, ouais, on n'a pas eu trop froid. Sachant que janvier et février sont les mois où les températures chutent le plus, on a des ressentis -25 et tout ça, parce qu'on a toujours la température qui fait à l'extérieur et le ressenti actuel. Je sais pas, il fait peut-être -15 dehors, ressenti -20. Donc c'est vraiment le ressenti qui est le plus important. Mais on a quand même des bons vêtements. Il y a une veste que je mettais en France, que j'ai amenée ici, qui me tenait pas chaud en France et qui me tient chaud ici, quoi. Ah ouais. Donc tout est différent, quoi. Ouais. Et beaucoup plus ensoleillé, donc beaucoup plus supportable, je trouve, l'hiver ici, quoi. Ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que ma mère justement me disait il y a quelques jours, j'ai tout le temps froid, tu vois là, j'ai un pull, j'ai un gilet, et elle me dit mais je comprends pas que t'aies tout le temps froid, on dirait pas que t'as vécu au Canada. Et bah ça doit être ça en fait, parce que oui, pourquoi j'ai tout le temps froid ici, C'est que j'avais ça. pas froid là-haut? C'est ça, c'est l'humidité, je pense, c'est le froid humide qui est super désagréable, Ouais, qu'on a en France, quoi. Après, je vais voir, là, ça va être mon deuxième hiver. Pour le moment, il commence bien. On n'a pas de tempête, on a eu de la neige, mais bon, ça tient pas trop, là, donc on va voir. ça va. Moi, j'adore voir la neige tomber, donc je trouve ça tellement sympa d'entendre les bruits de neige là, sous nos pas. Et Écoute, puis, moi bon, déneiger j'aimais sa voiture, je vous avoue que c'est un peu moins bien, mais ouais, moi j'aimais bien, mais quand je voyais la neige au mois de mai, là je l'aimais plus la neige. c'est ça. C'est ça. Surtout au mois de mars, avril, où on se dit, bon, il y a le printemps qui arrive, surtout que nous, en plus, à Québec, on a une différence avec Montréal parce que l'hiver est un peu plus long, entre guillemets, de 15 jours comparé à Montréal. Bon, voilà. Mais après, bon, mars, avril, on peut encore se reprendre une petite tempête, mais après, c'est bon, ça passe. Ça va. Et toi, du coup, que t'avais vécu, c'est hors sujet, mais du coup, que t'avais vécu une expatriation seule, et là maintenant t'es en expatriation en couple, est-ce que t'as remarqué une différence au niveau pour rencontrer des gens ou pour s'intégrer au pays? Est-ce que enfin après, Saint-Barth, ça reste français, mais est-ce que t'as remarqué une différence au niveau de l'intégration dans le pays? Oui et non. C'est sûr que j'aurais été toute seule, j'aurais pas été à Québec. Je trouve que pour rencontrer du monde, j'aurais peut-être été à Montréal. Mais bon, après, beaucoup de Français vont à Montréal, donc c'est sûr que oui, j'aurais rencontré du monde, mais peut-être que j'aurais rencontré des Français. Les Québécois, c'est sûr que ils sont très gentils d'accès. Après, c'est sûr que se lier d'amitié avec des Québécois peut peut-être prendre plus de temps, ou des fois on a l'impression que les relations sont plus superficielles. Donc c'est sûr que c'est compliqué, mais en tant que Français, c'est sûr qu'on va vers les Français plus facilement, quoi. Montréal est une super ville pour tout ce qui est activité, pour tout ce qui est rencontre. Mais je sais pas, honnêtement, je peux pas dire. J'ai rencontré des bonnes amies québécoises ici à Québec, hors cadre. Les rencontres, je les ai faites toutes seules. Pour moi, essayer de me trouver quand même un cercle d'amis. C'est sûr qu'on a tendance à rester un peu, oui, en couple et à faire des activités de notre côté, mais après, c'est comment dire, c'est que quand on arrive et qu'on se dit on est en PVT, on a aussi envie de découvrir des choses en couple, à deux, faire des expériences, se créer des souvenirs. Mais non, je sais pas. Tout dépend. C'est sûr qu'on est plus ouvert quand on est tout seul. Ça, c'est sûr qu'on va beaucoup plus vers les autres, alors que quand on est en couple, c'est beaucoup plus facile de rester dans sa zone de confort. Mais après, il y a le travail aussi qui nous permet de rencontrer du monde. Il y a des activités. Il y a quoi d'autre? Les groupes maintenant sur Facebook, tout ça, il y a énormément de choses qui permettent de rencontrer des locaux ou autres. Donc, je sais pas, je peux pas dire. Après, c'est sûr que c'est le choix de la ville, quoi, qui fait que c'est peut-être plus facile d'une ville à une autre. Je sais pas. Pour le moment, non, ça va, j'ai pas eu trop de problèmes. D'accord.
Puis Camille d'aujourd'hui, celle à qui je suis en train de parler, elle rencontre la Camille avant qu'elle parte à Saint-Barth et que tu puisses lui passer un petit message. Est-ce que tu lui dirais quelque chose pour qu'elle, peut-être qu'elle vive son expatriation différemment ou qu'elle se prépare différemment? Bah, je lui dirais, non, je lui dirais de foncer quoi qu'il arrive, de ne pas regretter. Moi, je suis l'une des rares, je crois, à pas préparer mon expatriation. Je prépare rien, à part là, parce qu'on était en couple et qu'il y avait un autre enjeu qui était différent. Mais non, parce que finalement, je lui dirais, écoute, tente, va jusqu'au bout, fais tes choses. De toute manière, ça marche, tant mieux, ça marche pas. C'est pas grave, tu rentres. Enfin, c'est pas un échec, c'est pas une honte. C'est sûr qu'il y en a des fois qui s'accrochent à rester parce que pour faire bien auprès de leur famille, ils veulent rester, ils veulent se dire ah non mais je vais pas rentrer, que vont penser les gens de moi. Ça fait même pas un mois que je suis partie puis je suis déjà revenue. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper sur une destination, de ne pas aimer la destination, de ne pas trouver la destination telle qu'on l'imaginait auparavant. Donc je dirais écoute vas-y, va au bout de tes idées. De toute manière, mieux vaut vivre de remords que de regrets ou voilà. Mais je lui dirais ouais fonce. Non, je changerai pas mon discours. Ce serait toujours le même. Voyage tant que tu peux. Et puis, fais les expériences que tu peux. Rencontre les gens tant que tu peux. Ça t'apportera toujours, dans tous les cas. Et puis on verra. Surtout, si on avait su que le Covid allait arriver en 2019, je dirais encore plus voyage, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est ça. là, ne regrette pas parce que, ouais. Je ne sais pas qu'un virus pourra te tomber sur la gueule en 2020. C'est clair. Et si par exemple, moi maintenant, je te dirais, ah bah tiens, après cette conversation, j'ai très envie d'aller m'expatrier à Saint-Barth, est-ce qu'il y aurait un conseil particulier que tu me donnerais? Mettre de l'argent de côté. Mettre de l'argent de côté. Et puis, bien se préparer quand même psychologiquement à la saison des ouragans, de se dire ça. Mais après, non, je dirais que c'est que du bonheur. Après, je suis pas du genre à donner trop de conseils parce que chaque expatriation se vit vraiment individuellement et que ce qu'on peut avoir adoré, la personne peut le détester totalement. Mais je dirais non. Je dirais toujours aux gens de foncer. Faut pas avoir de regrets. Faut vraiment aller au bout des choses, prendre ce qu'il y a à prendre et puis en tirer que du positif parce que dans tous les cas. Oui, une expatriation, c'est pas l'Eldorado. Hein. Il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. On parlait de résilience. C'est sûr que même, ça nous apprend beaucoup la résilience de s'expatrier parce qu'on est face à nos doutes. On grandit 2 fois plus en s'expatriant que si on était resté dans notre zone de confort. Et je trouve que c'est bien de sortir de sa zone de confort, de tester son adaptabilité, son adaptabilité, son changement, sa réaction face au changement, et puis il y a plein d'autres choses, parce que tout n'est pas linéaire. Il y a beaucoup de coups durs, beaucoup de stress, beaucoup de remises en question. Le manque de la famille aussi le fait, mais encore une fois, quand on est bien dans un endroit, quand on est, bien préparé, qu'on a un boulot qui nous plaît, la famille, et qu'on peut rentrer régulièrement, la famille peut nous permettre, ne nous manque pas tant que ça, entre guillemets, tout dépend après de l'attachement qu'on a. Surtout en plus avec, Internet, la possibilité de se connecter assez rapidement. Mais non, moi, mon seul truc, c'est vraiment foncer, voyager, vivre plein d'expériences tout le temps. Et puis continuer à rêver, que tout est possible, quoi, parce que c'est super enrichissant en fait, c'est vraiment enrichissant de s'expatrier. Quoique après, voilà, il y a le décalage quand on rentre, mais ça nous fait grandir, ça nous fait apprendre beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses sur soi. Et puis voilà quoi, mais ne pas croire que l'herbe est forcément plus verte ailleurs, partout, ça c'est faux. Mais ça nous prépare quand même à ce niveau-là quoi. Ça nous aide à se dire, j'ai pas retrouvé ce que je cherchais, ce que j'avais en France, mais on l'aura jamais. On n'aura jamais ce qu'on avait en France, on ne retrouvera jamais ici, parce que sinon on ne part pas. C'est clair. Mais de se dire qu'il n'y a pas d'Eldorado, il n'y a pas d'herbe plus verte ici ou ailleurs, c'est complètement différent, mais il faut savoir s'adapter à son nouveau terrain. Quoi. Et du coup, si tu devais passer un message à Camille avant qu'elle parte au Canada, tu lui dirais la même chose? Ou est-ce que ça serait différent? Oui, je lui dirais oui. Je lui dirais prépare-toi à avoir des remises en question, à craquer, ce qui est normal émotionnellement, avoir des fois des coups de blues et avoir envie de rentrer, ça fait partie du processus.
Mais après, je lui dirais, écoute, accroche-toi et puis vois ce qu'il en est. C'est sûr que je lui dirais, par contre, dès que tu ne te plais pas ou dès que tu ne vois plus d'intérêt ou autre, parce que bien souvent les gens s'accrochent vraiment pour rester, et ça c'est la pire des choses à faire. Je dirais en fait d'aller jusqu'au bout, jusqu'à temps que tu ne puisses plus en fait. Si c'est trop moralement ou autre, je dirais, mais écoute, t'auras fait ton mieux, lâche l'affaire, rentre en France et ressource-toi, quoi. Donc toi, la France, c'est quand même toujours l'endroit où tu penses que tu te sens chez toi et quand tu rentres en France, ça te fait du bien. Moi, oui, moi je suis pas partie fâchée avec mon pays. J'aime mon pays, j'aime la France. Ce sera toujours dans mon cœur. C'est sûr que je l'ai un peu abandonné entre guillemets pour partir à l'étranger, mais voilà, mais je suis pas partie fâchée, donc j'ai toujours cette attache avec la France, quoi qu'il en soit. Et voilà, j'avais quand même envie de sortir moi de ma zone de confort et puis de voir, c'était plus un challenge de voir si on est capable de s'adapter, si on est capable aussi de faire la vie que on a voulu. C'est pas parce qu'on quitte la France qu'on ne l'aime pas, c'est simplement qu'on trouve un équilibre ailleurs. Mais voilà. Mais non, je suis sereine avec ça. Je suis pas fâchée avec la France. Donc ça aide vraiment à assumer son expatriation en fait. J'ai envie de rebondir sur un mot quand même que tu as utilisé parce que c'est pas la première fois que je l'entends et j'ai un peu du mal à savoir ce que j'ai envie de penser de ce mot. Tu as dit abandonner. Je n'ai pas, Ouais. même si j'ai abandonné la France. Et j'arrive pas à savoir ce que je pense de ça parce que on me l'a déjà dit plusieurs fois aussi. Pourquoi tu as abandonné la France? Pourquoi tu as abandonné ta famille? Et j'ai du mal parce qu'au final, j'ai pas abandonné la France parce que moi j'ai toujours un passeport français, je parle toujours français, j'ai pas changé mon nom. Abandonner ma famille, j'ai envie de dire non parce qu'au contraire, moi, ma famille, j'ai l'impression que je leur parle plus souvent avec via les téléphones ou enfin, les FaceTime et tout ce que tu veux. Je leur parle plus souvent, j'ai l'impression que quand j'étais en France. Alors j'ai toujours du mal à me dire, mais est-ce que vraiment on abandonne les choses ou on est, enfin, je sais même pas c'est quel mot qu'on puisse utiliser en fait. On les met de côté peut-être. Mais Peut-être qu'on après, met de côté. là, j'ai une discussion avec mon papa où je lui disais, et ça, j'ai justement aussi une invitée, Dougou, qui en avait parlé dans un des épisodes. Elle disait, mais au final, nous, on n'a rien choisi. Donc, moi, j'ai pas choisi de m'appeler Kelly, j'ai pas choisi de vivre en Moselle. Et au final, moi, je me sens pas épanouie ici. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. J'ai envie de voir ce que. J'ai envie que, justement, parce qu'on le dit, ça nous fait grandir de partir. Ouais. C'est vrai Et qu'abandonner, c'est un mot un peu, c'est fort, hein, un peu parce que fort. pour Ouais. moi, abandonner, ça veut dire tu vois plus, quoi. Tu vois plus Ouais, tu les reviens personnes. plus. Ouais. Tu vois, c'est négatif, moi, je trouve le mot abandonner. Mm. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes en France, malheureusement, qui n'ont pas vécu cette expatriation, qui voient ça comme un abandon. Parce que eux, ils se sentent épanouis où ils se trouvent. Et donc, du coup, s'ils nous voient partir, ils disent oui, t'abandonnes. Mais non, j'abandonne rien du tout. Parce qu'au final, je revenais quand même chaque année. Je revenais revoir la famille. Je venais passer les fêtes ici. S'il y avait un mariage, je revenais. Enfin, j'ai rien abandonné du tout. Ouais, c'est pas faux. C'est peut-être plus quitter ou faire un break avec la C'est France, mais ça. c'est pareil, faire un break, ça veut dire ouais, on en a marre. Enfin, moi, je sais pas que j'en ai marre. Comme je dis, moi, je suis toujours attachée, c'est mes racines. C'est C'est vraiment. ça. Enfin, il y a des endroits magnifiques à visiter. Je le dis tout le temps. Et plus on quitte la France, enfin, plus on va s'expatrier ailleurs, plus on se rend compte que notre pays est beau, regorge de culture, de patrimoine, de choses vraiment incroyables que même nous, on n'a même pas encore visité. Moi, j'ai visité la France, mais j'ai pas encore tout visité et je me rends compte à quel point c'est beau. L'abandonner, non, parce que j'ai pas dit, ok, je reviens plus, je mets plus les pieds là-bas. Mhm. Ouais, peut-être faire une pause ou je sais pas, Mais juste moi, je envie de pense que découvrir. Moi, je Ouais. pense qu'on a juste envie, comme tu l'as dit, on se l'est dit offline, on est né avec un pied dans un avion déjà. Et je pense C'est qu'on a ça. juste, nous, on a besoin d'être challengé, de découvrir des choses nouvelles. Et c'est vrai qu'en sortant, et après, on peut très bien le faire dans différentes raisons, mais c'est vrai qu'en sortant, on a l'impression qu'on va grandir plus. Donc ça nous attire, ça nous excite. Mais moi, ce que je trouve aussi assez drôle, quand je reviens ici, et là, je suis en position justement temporaire où je suis rentrée en France, j'ai l'impression que nous, on aime la France plus que les Français qui sont restés en France, en fait. Parce que nous, on se rend compte de tous les avantages sociaux qu'il y a. Et puis même, bah, tu l'as dit, quand tu arrives au Québec au niveau enfin, de la bouffe, ou même tous les avantages. Moi, quand je vois là les programmes qu'il y a en place ou les aides, comparés au Canada ou aux États-Unis, mais je me dis, mais c'est incroyable. Et j'ai l'impression que nous, on l'aime plus, la France.
C'est ça. Bah, on apprend en fait à reconnaître, à voir vraiment la valeur de notre pays, parce qu'encore une fois, on a un pays qui est magnifique. Je veux dire, on a pour certains la chance d'être français. Pour les étrangers, des fois, on a vraiment de la chance d'être français. Mais je trouve quand même que moi, comme je dis, je crache pas là-dessus, mais oui, on l'aime encore plus parce qu'on sait pourquoi on est parti. Mais on sait aussi ce qui nous manque et on le voit à travers ça. Je dis pas qu'on n'est pas. Mais par contre, je peux me permettre de dire que je n'étais pas épanouie en France. C'est-à-dire que même si j'étais dans mon pays, que j'avais vraiment tout, je n'étais pas forcément épanouie professionnellement. Et ce côté de challenge dont on parlait, oui, on le retrouve ailleurs. Donc en gros, comme je dis, moi, de toute manière, si je devais retourner en France, je rentrerais. Donc, je ne l'abandonne pas. Mais ouais, c'est sûr qu'on l'aime beaucoup plus. Mais le fait de grandir à l'expatriation nous apporte tellement un décalage énorme au retour, où on n'est plus en accord avec la mentalité des fois, ou avec la perception de certaines choses en France. Et c'est ça qui fait ce déséquilibre, en fait. C'est-à-dire que, des fois, déjà, quand on arrive dans un pays, on dit toujours « Ah, ben en France, ça se passe comme ça, alors que nous, en France, on est comme ci, machin. » On fait toujours la comparaison, déjà, au début. Ça, c'est un peu le problème de l'expatrié qui compare toujours ce qu'il avait en France à ce qu'il a maintenant. Mais quand on revient en France, on dit bah, « Ouais, au Canada, c'est comme ça par rapport à la France. » Ça, ok. Et on est vraiment en décalage parce qu'on a vécu tellement de choses je sais pas, en un an, de ce qu'on aurait pu vivre dans notre vie en France, finalement. Donc, on a tellement grandi que ce décalage-là, ça crée vraiment ce déséquilibre, en fait. Et qu'on n'arrive plus à trouver notre place après, par la suite. Donc c'est ça. Mais par contre, oui, moi, la France, je l'aime, quoi. J'ai pas honte de le dire, j'aime la France. Mais j'aime tous les autres pays que j'ai visités aussi. Donc, c'est... Peut-être qu'abandonner n'est peut-être pas le bon terme. Je sais pas. Faire un break non plus, parce que bon, ça veut dire, ouais, bon, j'en ai marre, je m'en vais. Je sais pas. Mais non, mais je suis contente qu'on ait eu cette conversation parce que je crois pas que je l'ai encore eu avec d'autres invités du podcast. Et j'aime bien cette conversation parce que pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas vécu d'expatriés, éviter peut-être de faire sentir aux gens qu'ils ont abandonné quelque chose parce que c'est pas vrai, c'est négatif et puis on le prend pas. Enfin, moi, je le prends pas très bien. Je le prends pas bien du tout d'ailleurs quand j'entends ça parce que je me dis non en fait moi ouais c'est vrai que je suis peut-être un peu égoïste à vouloir chercher mon bonheur mais en même temps c'est pas le but de tout le monde dans la vie de chercher son bonheur et voilà et moi il est peut-être pas là où je suis née quoi donc et c'est ok ça devrait être accepté par tout le monde. Oui, puis quand bien même, par exemple, je sais pas, tu changes de région, t'abandonnes pas ta région d'origine pour aller dans une nouvelle région. C'est ça. C'est ça. Mais il y a aussi une part, je pense, il y a aussi une part pas de jalousie ou peut-être d'envie de la part de nos proches qui nous font ressentir que peut-être que eux n'ont peut-être pas forcément fait ce qu'ils auraient voulu faire. Et au final, quand ils nous voient partir, il y a peut-être pas une frustration, mais quelque chose d'autre qui fait que ouais, vous avez tenté. Parce que attention, hein, des fois les gens, j'ai l'impression qu'ils nous attendent au tournant en disant finalement vous êtes partis, vous vous êtes plantés, vous êtes revenus. Au final, ça sert à quoi de quitter la France si c'est pour revenir? Il y a aussi des médisances de la part de certaines personnes des entourages. C'est pour ça que moi, voilà, j'évite tous ces côtés-là parce que quand on rentre en France, c'est toujours la même chose. Pourquoi, machin, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien? Au premier échec, les gens, ou à première déception, les gens nous disent finalement, la France, c'est pas si mal. Ouais, non, mais c'est différent, mais on peut pas le comprendre tant qu'on le vit pas. Non, c'est clair. Et puis, il y a toujours des gens qui vont un peu nous rabaisser ou qui vont peut-être être un peu, frustrés de se dire que au final ils n'ont pas eu la vie qu'ils voulaient, ils se sont résignés à rester en France et quand ils voyaient les autres partir, ça réveille un peu des émotions ou quelque chose qu'ils auraient dû faire plus jeunes ou qu'ils n'ont pas eu le temps. Et souvent j'ai vraiment l'impression, et je pense que c'est ça qui est très pesant moralement chez les expatriés, c'est d'être attendu au tournant au moindre problème en fait. Parce que c'est souvent si tu avais su tu serais resté en France, ou si tu avais su tu t'aurais fait ci, tu vois, et du coup on n'ose pas, des fois il y en a qui vont rester jusqu'au bout en disant non mais moi j'ai dit je reste un an pour montrer que j'y suis restée, mais au final intérieurement
ils sont pas bien. Non, Mais c'est parce ça. que Ouais. en revenant, bah, on sait que la famille, des fois la famille, elle peut nous supporter, mais elle peut aussi nous détruire, enfin pas nous détruire, mais nous rabaisser ou pas avoir le support qu'on essayait. Alors que partir, c'est déjà un gros truc. On aimerait quand même que les gens derrière nous disent, bon, bah, je suis fière de toi, fais ce que tu peux. Euh, mais voilà, c'est pas grave. Dans tous les cas, ce n'est pas grave si ça ne marche pas, quoi. C'est ça. J'aimerais plus entendre des phrases comme ça, de se dire, bah, finalement, tu vois, ça servait à quoi de partir? Vous revenez, enfin, tu vois. Non, c'est ça. Bah moi là en C'est plus, je peux te dire que d'être rentrée là temporairement, et c'est marrant parce que tout le monde est déjà oui, mais ça, mais quand? Et non, mais zen, je c'est ça. m'adapte, je suis résiliente, les choses arriveront là de toute façon. En cette pandémie, on peut rien trop rien prévoir, il faut prendre un jour à la fois, C'est ça. tout Et ira puis, bien. Je suis pas obligée mais d'avoir bon, un plan détaillé de mon futur. c'est ça. Mais c'est ce côté où, quand tu rentres, que les gens ont acheté, eu accès à la propriété en France, et puis que nous, bah, on revient, on repart de zéro. C'est vrai que, mais chaque expérience est tellement unique. C'est ça. Je, Je sais pas, c'est sûr que ça se trouve, on aurait peut-être pu rester en France, avoir une maison, avoir un appartement, un boulot stable et pas Mm, forcément être heureux. Je veux c'est dire, ça. c'est notre droit maintenant, surtout qu'il y a énormément de gens maintenant qui veulent plus comment dire, se poser ou avoir sa maison, son mari, ses enfants à 30 ans. Et puis au final, oui, c'est bien. Sur le plan social, c'est réussi, mais est-ce qu'au fond d'eux, ils sont heureux, quoi? C'est c'est quoi finalement leur définition? Et puis nous, on est peut-être très bien en étant dans un appartement à l'autre bout du monde et puis C'est ça. ne rien maîtriser du tout. Finalement, c'est ça quoi qui est peut-être le plus dans l'aventure quoi. Donc Mais je sais pas. tu sais que moi j'en rigole en ce moment parce que, bon, j'ai une copine, elle m'appelle la gypsy maintenant. Je leur dis, mais vous savez quoi? Je suis peut-être. J'ai plus de maison. Enfin, j'ai plus de maison. Je suis chez mes parents, mais bon, on va dire que j'ai plus de maison ou d'appartement à moi. J'ai plus de voiture et j'ai plus de travail. Mais je suis heureuse, je souris, je rigole tous les jours et je dors tellement mieux la nuit. Mais c'est ça Donc au finalement. final, c'est ça qui est important et donc voilà, donc c'est quand même assez drôle. Mais du coup, je pense aussi que c'est d'avoir été expatriée pendant autant d'années qui m'a donné cette Mm. personnalité assez positive. Et c'est vrai que des fois, moi là, j'ai des hauts et des bas. Si j'ai passé trop de temps avec des personnes qui ont cette négativité ou qui me posent trop de questions, qui pour moi n'ont aucun intérêt dans nos conversations, je ressors de là, je me dis, ouh là là, je vais me reprendre un billet d'avion vers quelque part, même si je sais pas où, quand, comment, mais je vais repartir parce que cette pression de cette société, je Bah, c'est peux un peu pas. la morosité quoi. C'est un peu la morosité actuelle et c'est ce que je trouve dommage dans notre pays, dans notre mentalité française, c'est qu'on met trop du doigt, enfin, on montre trop du doigt les défauts. Je ne sais pas. Ici, après, c'est voilà, les États-Unis et le Canada, c'est un peu le côté tout est positif, on se plaint pas. Quand on regarde, il n'y a pas de manif. Les gens ne se plaignent jamais finalement. Alors, c'est pas pour autant qu'il y en a qui sont pas heureux, qui Mhm. sont pas voilà, mais ils le montrent pas. Ils le montrent pas. Moi, je pense qu'en ayant travaillé beaucoup avec de Québécois ici, j'ai pas vu un Québécois se plaindre sur sa vie et tout. Après, c'est pas des robots, ils sont quand même humains, ils ont quand même des sentiments, Mhm. mais c'est pas dans leur culture en fait. Là, je vois par exemple le confinement, oui, il y en a qui sont pas contents pour le port du masque, mais c'est pas pour autant qu'ils vont faire des manifs comme on a en France. Et il y a un discours qui est totalement plus optimiste, je trouve, beaucoup plus positif ici en Amérique du Nord qu'on l'a en France. Qu'en France, on se plaint tout le temps. Et Mhm. c'est ça qui crée ce décalage-là. C'est le fait d'avoir connu des cultures complètement différentes, de se dire que quand on rentre, c'est vraiment dommage d'être pollué par des phrases négatives, des choses où les gens sont tristes, alors que au final, je me dis, mais bon, enfin, ils ont la santé, ils ont un travail, ils ont tout, mais ils ont ce discours tellement négatif qu'au final, ça pèse sur le moral, quoi. Et c'est ça, ce décalage-là que je parle. C'est que moi, j'ai vraiment du mal, quand je rentre en France, d'être confrontée à des gens qui n'ont jamais voyagé ou très peu, et d'avoir ce côté négatif-là, en fait. Ce discours négatif, en fait. Non, c'est clair. Il faudrait C'est ça. qu'on prenne le monopole d'une île française et que ce soit l'île des expatriés qui ont C'est besoin ça. d'un retour temporaire. C'est ça, ou alors on va plus être attiré par, enfin, on va plus se parler à des gens, voilà, qui ont voyagé. Bah, après,
ça se ressemble, hein, de toute manière, C'est ça. ça se ressent. On va plus vers les gens qui nous ressemblent, mais dans notre entourage, s'il y a des gens qui n'ont jamais voyagé, ils peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu. Donc au final, on peut même pas partager nos doutes et ce qu'on a vécu parce qu'ils le comprendront pas. Ou alors ça va être plutôt une phrase directe en disant bah pourquoi t'es partie alors, tu vois. C'est ça. La phrase pourquoi t'es partie alors si ça te plaisait pas. Mais est-ce que nous on leur dit bah pourquoi tu restes dans ton job si ça te plaît pas en fait. C'est clair. Tu vois. Bah ils ont les factures, hein, ils ont la maison à payer. Voilà. Non mais c'est la phrase bateau, c'est pourquoi t'es partie si ça te plaisait pas. C'est ça. Et parce que nous on leur demande pourquoi tu restes dans ton boulot si ça te plaît pas, tu vois. Et au final c'est la même chose quoi. Non, c'est clair. Non, mais c'est génial. Donc, je vais devoir te poser la question de la fin. Malheureusement, je crois que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on enregistre. Si tu devais citer, enfin, si tu devais donner ta citation préférée ou chanson préférée, comme tu préfères, ou les deux, qui te fait penser justement à l'expatriation ou qui t'encourage dans les moments un petit peu plus blues, qu'est-ce que tu dirais? Ma citation préférée, bah après j'en aurais une, mais celle-là je l'avais tirée d'un film, je l'avais entendue dans un film avec George Clooney, qui lui dans le film vit à Hawaï, vit sur une île paradisiaque, et je crois qu'il disait c'est pas parce qu'on est au paradis qu'on a moins de problèmes, on a moins de doutes que les autres en fait qui vivent ailleurs. Je connais pas la phrase exacte, mais c'est à peu près ça. Et c'est ce que je me dis en fait à chaque fois. Je me dis c'est pas parce que tu es à tel endroit, c'est pas parce que tu vis dans un endroit magnifique que tu n'auras pas moins de doutes, que tu n'auras pas moins de problèmes, que tu n'auras pas moins de difficultés. C'est ce que je me dis pour rester vraiment tu vois, en accord avec moi-même et me dire bah, vraiment l'Eldorado ou le paradis. Tu vois. Je sais que dans tous les cas, les problèmes, ils seront partout les mêmes, que ce soit ici ou ailleurs. Quoi. Et ça m'aide vraiment à me recentrer en me disant oui, de toute manière, voilà, c'est comme ça. Et puis ça le sera. Quoi. C'est le but de l'expatriation. Quoi. Moi, je dirais ça. Super, et ben merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Et comme vous le savez, si vous avez aimé cet épisode, si vous pouvez mettre un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook sur FiExpat. Voilà, merci beaucoup Camille. Et puis je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté, en espérant avoir donné l'envie aux gens de voyager. Je l'espère aussi. Et puis à l'arrivée des neiges, je te souhaite plein de grand soleil. Ah oui, aussi. Et des températures pas trop basses non plus. Pas trop froides non plus. Ouais. Voilà, à bientôt. Bye bye.